Donc, juste quelques chiffres pour se donner un petit peu l'ampleur de ce que c'est en ce moment la réservation en ligne. En 2018, on n'a pas les chiffres de 2019 et 2020, 2021, ça va être un petit peu différent. On avait 85% des Français qui préparaient leurs vacances en ligne. Donc, c'est quand même énorme, avec une progression de 6% entre 2017 et 2018. Et c'est une progression qui est assez constante depuis quelques années. On gagne entre 5 et 10% de personnes en plus tous les ans. Et j'ai tendance à croire que les chiffres de 2020 seront plus proches encore des 100% que les années précédentes. Pour ce qui est des hébergements, on sait que 93% des personnes recherchent leur hébergement sur Internet. Donc vraiment, c'est très très fort sur l'hébergement. Autant on voit que sur la préparation des vacances, sur ce qu'on va faire, où on va partir, il y a encore des gens 15% qui cherchent un petit peu par d'autres biais. Autant sur l'hébergement, on est déjà quasiment à 95% des gens qui se renseignent sur Internet. 55% des réservations se font directement en ligne, sans contact préalable. Donc, c'est-à-dire que les gens n'appellent pas l'hébergeur, ne lui envoient pas de message, mais réservent directement, soit sur leur site, soit sur un OTA. Donc, c'est aussi quelque chose qui est en pleine évolution et ça va continuer de progresser. À mon avis, sur 2020, on va passer allègrement les 60%. Donc, pour prendre un exemple simple, le numéro 1 mondial, Booking, qui regroupe 40% des ventes des OTA, donc Online Travel Agency, depuis quelques années. Ça progresse, même si d'autres acteurs continuent d'arriver sur le marché et arrivent à se partager une petite part de ce chiffre-là. Mais voilà, Booking, ça reste un des acteurs incontournables, au moins en termes de visibilité, ce qu'on va voir après. La France reste la première destination mondiale, même en 2020, non, mais 2019, c'était toujours le cas, et ça depuis des années et des années. Et il faut savoir qu'en France, il y a une particularité, c'est que la Bretagne est la deuxième région la plus visitée de France. Si on enlève l'Île-de-France, puisque l'Île-de-France, les chiffres sont un peu biaisés avec l'arrivée des aéroports internationaux. Donc, même si évidemment, ils sont aussi beaucoup visités. Mais lorsqu'on parle région, on enlève souvent l'Île-de-France et on est deuxième derrière PACA. Et la tendance est plutôt à la baisse pour PACA et à l'augmentation pour la Bretagne. Donc, voilà un petit peu dans quel contexte on se situe. Lorsqu'on a un hébergement, on se demande toujours par où commencer. Donc, il y a plusieurs questions à se poser pour ça. D'abord, de savoir quelle est votre cible en fonction de votre hébergement. Est-ce que vous ciblez plutôt les particuliers, les professionnels? Est-ce que vous êtes plutôt un hébergement pour les familles, plutôt pour les couples, pour les amis en groupe? Quel âge? On sait que la clientèle légite est plus âgée que la clientèle des hébergements insolites en règle générale. Donc aussi, qu'est-ce que votre hébergement a comme particularité? En fonction de ça, on va pouvoir faire une cible assez précise. Est-ce que vous faites plutôt du court séjour, du long séjour? Est-ce que vous faites les deux? C'est important. Maintenant, le court séjour, ça prend quand même une place primordiale dans la réussite d'une saison. Autant, il y a quelques années, quand on faisait un très bon mois de juillet, un très bon mois d'août, on avait réussi sa saison. Maintenant, pour réussir sa saison, il faut également réussir ce qu'on appelle les ailes de saison, donc avril, mai, juin et septembre, octobre, en plus des vacances scolaires. Votre clientèle vient d'où aussi? C'est-à-dire que est-ce que vous avez touché essentiellement une clientèle Grand Ouest, une clientèle française, parisienne, du nord de la France, des étrangers? Et si c'est des étrangers, dans quel pays? Sachant que la clientèle bretonne vient essentiellement des pays du Nord, donc l'Angleterre baisse un peu, mais on voit beaucoup de Belges, d'Allemands, de Hollandais, de Danois qu'on commence aussi à voir arriver, et beaucoup moins de personnes des pays du Sud. Donc avec ça, comment est-ce que vous définissez votre cible? Et c'est en fonction de cette cible-là qu'on va pouvoir faire aussi un plan de commercialisation efficace et vraiment gagner en réservation sur toute l'année. Donc, une fois qu'on a défini cette cible, les premières choses à faire, c'est d'être présent effectivement sur Internet pour pouvoir engranger la réservation. La première chose, pour ceux qui ont fait la conférence d'hier, j'en parlais un petit peu, la première chose à faire, c'est une Google adresse avant même d'avoir un site Internet, pour exister dans les réseaux sociaux, pour exister dans Google.
et pour pouvoir ressortir lorsqu'on va vous rechercher en local. Ensuite, un site internet peut être un très gros atout pour la réservation en ligne, mais n'est pas obligatoire. Il faut le raisonner en termes d'investissement en fonction du nombre d'hébergements que vous avez. Ce n'est pas toujours pertinent si vous n'avez qu'un seul gîte, avoir un site internet à maintenir pour un seul gîte. Il y a des solutions qu'on va voir juste après qui sont plus efficaces. Mais à partir du moment où on commence à avoir 2-3 hébergements et on veut engranger de la réservation directe, ce qu'on va voir par la suite, qui est vraiment le but ultime quand même, le site internet est l'outil pivot pour ça. Ensuite, on va avoir les sites de vente de réservation en ligne. Donc ça, on va les voir un par un pour les principaux juste après. Les réseaux de réservation, donc quand je parle réseau, je pense à Gîtes de France, à Clé Vacances, à Bienvenue à la Ferme, à Accueil Paysans. Il y a plein de réseaux sur le tourisme et sur l'agritourisme qui existent. De trouver les réseaux qui vous correspondent et surtout qui correspondent à votre cible. C'est le plus important. Il y a des questions de valeur dans ces réseaux-là pour lesquelles il faut que vous soyez en adéquation. Mais il faut surtout que ce réseau corresponde à la cible que vous ciblez. Donc, si je reprends la première, la Google Adresse pour commencer, le gros avantage, c'est que c'est gratuit, c'est rapide à faire, c'est très simple. C'est utilisé dans les résultats de recherche des téléphones, des GPS, dans Google. Donc, ça, on le retrouve vraiment partout. Ça permet une présence très rapide. C'est vraiment la première chose à faire quand vous arrivez sur Internet et quand vous lancez une activité. Je ne m'étends pas plus sur la Google Adresse, on l'a revu hier et on peut la revoir dans d'autres moments, dans des formations ou en conseil à la chambre. Donc, si vous avez des questions là-dessus, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Maintenant, je vais attaquer par les principales centrales de réservation qu'on rencontre lorsqu'on se lance sur de l'hébergement. Donc, la première, c'est Booking. C'est le numéro 1 mondial sans conteste. C'est un OTA qui a l'avantage d'être toute clientèle, aussi bien particulier que professionnel. Très efficace, notamment sur les professionnels en hors saison. Pour plein de raisons qu'on va voir juste après, mais c'est vrai que les professionnels aiment bien Booking pour sa facilité d'utilisation. La commission qui est prélevée est négociée à l'ouverture du contrat avec Booking. Donc négocier, c'est un bien grand terme, hein, parce qu'on peut demander à l'augmenter, mais on ne peut pas demander à la baisser. Donc certains, ça va de 15 à 30%, avec une moyenne normalement de 17% au démarrage. L'inscription est gratuite, donc quand je parle de commission négociée, il faut savoir que plus vous allez accepter un taux de commission fort, plus vous allez ressortir dans les résultats de Booking. Donc c'est comme ça que ça se joue. Très peu d'intérêt quand même de monter jusqu'à 30% de commission, c'est énorme, 30%. Même si on va voir un peu après comment on gère les commissions dans ce type de TA. Il vaut mieux rester sur du 17 qui est la moyenne en France et qui fonctionne déjà très très bien. L'avantage de Booking, c'est sa forte visibilité dans les médias. Hein. Ils font beaucoup d'achats dans Internet. C'est un des plus gros clients de Google en achat d'espace. Ils font aussi de la pub en télé et en presse. Donc, c'est vraiment un des acteurs les plus connus du grand public pour la réservation des vacances. Le gros avantage, c'est la réservation sans risque pour le client, avec des facilités de paiement. On ne paye que quand le séjour est fait. On peut annuler. Alors, les catégories d'annulation sont à définir avec eux. Mais la plupart du temps, l'annulation est gratuite, sans frais, jusqu'à quelques jours avant le séjour. Donc, pour le client, c'est très facile de réserver, ce qui incite la réservation, ce qui peut aussi faire que des fois, vous avez du monde qui a réservé, mais en fait, personne qui se présente. Donc, ça, c'est la non-présentation, c'est un petit peu le point faible de ces OTA avec des facilités de réservation pour les clients. Donc, Booking, si on prend ces avantages, une très bonne réactivité, c'est-à-dire que si vous avez des périodes creuses, n'hésitez pas à ouvrir votre calendrier, ça engrange assez vite de la réservation, c'est très flexible, on peut vraiment ouvrir, fermer quand on veut, c'est assez simple d'utilisation. Ça demande quand même d'être réactif, on verra pourquoi dans les inconvénients, mais ça demande un petit peu de mise en place quand même. Les commentaires clients sont sollicités à chaque réservation, ce qui fait que vous engrangez aussi beaucoup de commentaires clients, ce qui est très bon pour votre réputation sur Internet. Vous avez une visibilité internationale. Si vous êtes autant que si vous êtes sur Gîtes de France, vous allez être visible essentiellement par un public français, même s'ils ont un site en anglais. Autant Booking, vous êtes visible dans le monde entier et ça vous rapportera des clients du monde entier.
Donc, si vous cherchez une cible internationale, c'est un des acteurs principaux. Le calendrier est synchronisable. On va revenir sur la gestion des calendriers par la suite. Le gros inconvénient de Booking, c'est le surbooking, justement. Porte très bien son nom. C'est que vous avez des réservations 24 heures sur 24 et que si votre calendrier n'est pas à jour et si vous n'êtes pas réactif sur la mise à jour de vos calendriers, vous pouvez avoir des réservations qui arrivent sur d'autres canaux. Et là, la gestion du surbooking est très dure chez Booking, c'est-à-dire que c'est à vous de trouver une solution pour les clients. Ce n'est pas eux qui vont gérer une simple annulation. Donc, attention quand même au surbooking. On va y revenir. Et l'annulation est gratuite, donc ce que je vous disais, ce qui fait qu'un taux de non-présentation qui est des fois assez important en pleine saison. Le deuxième, le challenger, donc ça va être Airbnb. Donc là, on est plus sur une clientèle quand même familiale, beaucoup moins professionnelle. Quand on dit clientèle familiale, on est beaucoup clientèle avec famille avec jeunes enfants, couples ou amis qui veulent se faire des week-ends de retrouvailles. C'est vraiment la cible parfaite pour ça. On est sur une relation un peu différente quand même entre l'hôte et le voyageur, avec du contact en amont, de l'échange. C'est vraiment dans ce côté « je vous reçois chez moi » qui est à la base d'Airbnb. Même si là, on parle dans un cadre très professionnel, Airbnb, c'est ouvert à tout le monde. Donc, même pour des gens qui ne font pas forcément ça à titre professionnel. La commission est principalement payée par le client. Chez Airbnb, vous avez 4% de frais de dossier, alors que les clients, lui, payent 14% de frais de réservation. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour vous. Pareil, une forte visibilité sur Internet et dans les médias. Visibilité internationale aussi, c'est un site américain. Autant Booking a été racheté par les Américains et à la base hollandais, autant Airbnb est purement américain. Donc les avantages, on va retrouver les mêmes avantages que chez Booking, quasiment, la flexibilité, la réactivité, l'utilisation qui est encore plus simple que chez Booking. L'interface est vraiment très simple à utiliser. Les commentaires clients-hébergeurs, là, c'est intéressant chez Airbnb, c'est-à-dire qu'on va pousser le client à mettre un avis, mais on va aussi, vous, en tant qu'hébergeur, vous demander un avis sur le client. Ce qui vous permet aussi, quand vous avez une demande de réservation, de voir qui c'est qui tente de réserver, s'il a des bons avis et si vous n'avez pas trop de risques quand vous allez retrouver votre hébergement à la fin du séjour. Autre avantage d'Airbnb, une réservation soit automatique qui se valide automatiquement, soit par validation où là, vous avez 24 heures pour valider la réservation, ce qui va vous éviter la gestion du surbooking, même si on perd un petit peu en taux de réservation avec cette facilité-là. Donc la visibilité internationale, ça on l'a dit, le calendrier qui est synchronisable aussi dans les deux sens, ça c'est un point fort. L'inconvénient, c'est la politique de prix. C'est que Airbnb a toujours tendance à essayer de vous faire baisser votre prix pour vous caler sur les prix du secteur, ce qui, en tant que professionnel, est très difficile à entendre. Donc ça, on va revenir un petit peu aussi dans les questions-réponses sur comment gérer sa politique de prix. Et un très inconvénient, vous avez la concurrence des particuliers, où n'importe qui peut mettre sa maison en réservation sur Airbnb. Ça pose même des soucis dans certaines régions. Donc avec des prix qui sont moindres, avec des charges qui sont moindres, avec une qualité d'accueil qui peut être moindre aussi. Donc c'est à prendre vraiment comme une concurrence. Ça, c'est vraiment les deux principaux que je veux qu'on voit aujourd'hui. Ensuite, on va passer un peu plus rapidement sur les autres. Un acteur qui a tendance quand même à baisser, même si je crois beaucoup qu'il va revenir dans le futur, Le Bon Coin, que tout le monde connaît pour son site de petites annonces. Là, on est sur une clientèle familiale, plus, on va dire, avec des revenus moindres en général. Airbnb, on est sur des catégories socio-professionnelles un peu plus fortes que sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est vraiment sur des gens qui vont rechercher le prix le plus bas possible, donc ce qui n'est pas forcément dans notre intérêt en agritourisme. Là, il n'y a pas de commission, la réservation se fait toute seule. L'annonce est gratuite. Mais attention, elle est gratuite dans un premier temps. L'annonce va perdre très très vite en visibilité si vous ne payez pas pour la faire ressortir. Là, on est sur une visibilité qui est nationale. 22 millions d'utilisateurs par mois et ça progresse. Avec le confinement, ils ont encore progressé. J'attends de voir leur chiffre 2020. Ça va être un des inconvénients, le ressortir sur le bon. Donc, pareil, bonne réactivité. Vous pouvez mettre si vous êtes en période creuse, vous voyez que les réservations tardent à venir, c'est très facile de mettre une annonce.
C'est très simple d'utilisation. Le gros inconvénient, c'est que vous n'avez pas de réservation encore directe. Ils l'ont testé, ils doivent être encore en train de le tester. Vous pouvez mettre des calendriers, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on n'est pas directement sur une réservation en ligne. Même si maintenant, ils ont mis en ligne le paiement direct, ce qui va permettre à terme d'avoir un vrai service de réservation. La concurrence est quand même très forte, parce que beaucoup de gens sont mis sur le bon coin. Et surtout, vous êtes noyé au milieu de toutes les offres. Donc, c'est très, très dur de ressortir des annonces et votre annonce va très vite baisser dans les résultats de recherche, d'où l'intérêt de payer pour ressortir. C'est tout l'intérêt du bon coin. Alors, un qu'on ne cite pas très souvent et pourtant qui a des bons retours. Moi, tous les agriculteurs que je connais qui l'utilisent ont d'assez bons retours, c'est Expedia. Donc, Expedia, c'est un groupe qui regroupe, pour les plus connus, Trivago, qui est un moteur de recherche en hébergement, et Hotel.com. Mais ils ont plein d'autres sites. C'est une clientèle plutôt familiale. Là, on est moins sur du professionnel. Pareil, la commission est négociée entre vous. Donc, pareil, on est pareil que sur Booking, entre 15 et 30%. Plus vous allez prendre une commission élevée, plus vous allez être visible. Ils ont une très, très bonne visibilité sur le web, à l'international comme en France. Le gros avantage d'Expedia, c'est qu'il fait des formules tout compris. Donc, pour les visiteurs étrangers, il va faire des packages avec l'hébergement, l'avion, le train même. Ils ont vraiment tous les services de réservation là-dessus. Ce qui fait que pour le client, c'est assez facile à l'étranger de venir en France grâce à eux. Donc, voilà, les avantages, c'est quasiment toujours les mêmes. On est sur une réactivité. On va rediscuter réactivité un petit peu, comment est-ce qu'on l'utilise par la suite. Quand je dis une messe simple d'utilisation, c'est très intéressant dans le sens où ils ont vraiment des conseillers qui sont là pour vous aider, comme Booking, beaucoup moins Airbnb, mais Expedia et Booking, c'est vraiment ceux qui vont avoir le plus de personnel pour vous aider à mettre en valeur votre annonce et à la mettre en ligne. Concurrence forcément très très forte, et pareil, on est sur du mise en garde par rapport au surbooking, sur tous ces hôtels-là. C'est de la réservation 24 sur 24, 7 jours sur 7 et à l'international. C'est-à-dire qu'en pleine nuit, en France, on a moins de réservations, mais vous allez avoir quelqu'un aux États-Unis qui va vous réserver parce que lui, c'est en plein jour pour lui. Donc, il faut faire attention à avoir des calendriers bien à jour. Dans le même style et même dans le même groupe, on a Abritel qui revient. Donc, Abritel, c'est pour ces deux principaux sites, Abritel et HomeAway. On est à peu près sur la même clientèle que sur les autres, clientèle très familiale. Là, on a deux formules, une formule à l'abonnement. Donc, les tarifs sont en train d'être revus, donc ils vont tendance à augmenter. Soit on paye 249 € par an ou 99 pour 3 mois, soit on a une formule à commission qui est un peu plus basse que les autres, à 13%, qui est plus intéressante, selon moi, puisque vous ne payez que quand il y a de la réservation, alors que l'abonnement, vous payez quoi qu'il arrive. Donc, après, c'est des calculs à faire. Si vous avez beaucoup de réservations, l'abonnement va être plus rentable. Si vous commencez et que vous avez très peu de réservations, il vaut mieux partir sur la commission de départ. Donc, ils sont présents dans 127 pays, plus d'1 million de visiteurs par mois en France, donc c'est vraiment énorme. C'est quand même un très gros acteur. Dans les avantages, lui est plus orienté quand même gîte et chambre d'hôte, donc plus traditionnel dans l'hébergement. Donc, en fonction de l'hébergement que vous proposez, ça peut être un bon choix pour ressortir et ne pas être noyé au milieu d'autres maisons particulières, de camping, d'hébergement insolite. On va retrouver à peu près les mêmes avantages avec une notion d'un partenariat avec la SNCF qui fait que les offres SNCF, les offres retail ressortent sur le site de la SNCF également. Dans les inconvénients, on a toujours les mêmes. Et surtout, l'inconvénient de cette visibilité payante, si vous faites très peu de réservations avec eux, vous avez pris la formule abonnement. Un autre très très gros acteur dans le secteur, c'est TripAdvisor. TripAdvisor, donc le premier site et le pionnier des sites d'avis dans le monde. C'est vraiment le numéro 1 là-dessus. S'il a fait sa réputation, à la base, c'est son actif principal, donner des avis sur des restaurants, des hébergements et des activités. Il propose maintenant un module de réservation. L'inscription pour les gens est totalement gratuite pour la réservation, mais même pour vous. C'est très important, notamment pour suivre, pour voir ses avis. On va voir dans la gestion des avis derrière. On est sur une formule là, du coup par clic. Donc, votre visibilité, elle se fait au clic sur votre site Internet et à la réservation. Donc, vous pouvez payer pour être de plus en plus visible aussi. Ça, c'est comme dans tous les sites. Plus vous payez, plus vous serez visible. Et là, en termes de visibilité,
on explose tous les chiffres avec 56 millions de visiteurs par mois. Donc ça, c'est un chiffre qui date de 2018. Donc les gros avantages, c'est énormément d'avis clients. Donc ça permet de ressortir et de montrer aussi, de vous différencier par rapport à la concurrence, si vous avez des bons avis. Ça vous donne une forte crédibilité en termes d'hébergeurs. Donc ça, c'est quand même toujours intéressant. Même si vous ne prenez pas la réservation sur TripAdvisor, de toute façon, vous avez intérêt d'y être. La concurrence est forte, le surbooking, c'est pareil. Le module de réservation se base essentiellement sur d'autres sites de réservation, notamment les sites hôtels. Donc, en fait, il va aller chercher, il va amalgamer tous les résultats pour vous proposer la réservation au meilleur tarif. Donc, ça, c'est intéressant pour le client, moins pour vous. Pour les groupes, parce que pour certains, vous avez des gîtes avec forte capacité. J'ai deux groupes qui est le plus intéressant en France pour l'instant. Vraiment ciblé uniquement sur les gîtes du groupe avec un abonnement à 66 € par an. Très bon référencement parce qu'on est sur un site de niche, donc une clientèle de niche aussi. Donc, on a vraiment affaire à des gens qui recherchent que des gîtes de groupe. Donc, ça, c'est intéressant. Et ça renvoie directement sur votre site Internet. C'est vraiment de la visibilité. Grandgîte.com, on est un tout petit peu plus cher. C'est le numéro 1 en France depuis quelques années maintenant. Vous avez là un contact direct. C'est pareil, ces sites-là ne font pas de réservation. Donc, c'est pour pousser au contact, mais ça reste intéressant. Et Gîtes de France aussi, qui a une rubrique spécialisée sur les gîtes de grande capacité. Donc, une fois qu'on a vu un peu tous ces acteurs-là, il y a quand même des choses à prendre en compte quand on se lance dans la réservation en ligne. La première chose, ce n'est pas devenir esclave de ces sites-là. On ne doit pas avoir toutes ces réservations, tous ces hébergements sur le même site. On ne doit pas dépendre uniquement d'un seul site. Le jour où il augmente ses commissions ou vous ne rentrez plus dans les clous, vous perdez tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment important de diversifier. On ne met pas tous les sites dans le même panier. Idéalement, on estime qu'un site comme Booking ne devrait pas vous rapporter plus de 40% de vos réservations. Au-delà, ça commence à devenir quand même dangereux. Vous devenez beaucoup trop dépendant. Pareil, on essaye de ne pas mettre toutes ces disponibilités sur ces sites-là. Moi, j'ai tendance à les utiliser comme de la visibilité, c'est-à-dire que je vais m'inscrire sur ce site-là et je vais être présent. Je vais donner quelques disponibilités, notamment en période creuse, pour remplir. Mais juillet-août, par exemple, aucun intérêt logiquement de se mettre sur Booking. Si le travail a bien été fait globalement dans votre stratégie de commercialisation, vous avez les réservations qui tombent toutes seules pour juillet-août. Donc, c'est dommage de payer une commission là où vous auriez pu prendre de la réservation en direct ou en tout cas par des réseaux qui seront moins chers. C'est important que si vous avez un site Internet, c'est vraiment la réservation en direct qui doit primer et qui doit rester le socle de votre commercialisation. Donc, c'est vraiment très, très important là-dessus. Pour ça, d'utiliser le même nom partout sur votre site Internet, mais aussi dans les annonces. C'est un réflexe que beaucoup de gens ont. Quand on cherche un hébergement, on va sur Booking, Airbnb. Et derrière, on va aller chercher sur Google pour voir si on ne peut pas l'avoir moins cher ailleurs, si on ne peut pas l'avoir en direct ou avec un petit plus dans la réservation. Donc, de bien avoir tout le temps votre nom de structure, notamment Airbnb n'aime pas trop ça, mais il faut réussir à feinter pour qu'on puisse vous retrouver en direct et engranger la réservation en direct. C'est vraiment d'utiliser les outils à votre avantage en termes de visibilité. Et surtout, attention sur Booking, d'avoir toujours vos calendriers à jour. C'est vraiment primordial, aussi bien par rapport aux OTA, pour éviter d'avoir à payer des commissions alors que les personnes ne sont pas venues ou devoir trouver une solution pour les clients. Mais surtout pour votre image et pour les clients, c'est très, très décevant quand on a réservé quelque chose, qu'on a payé et qu'en fait, on nous dit non, désolé, j'ai déjà quelqu'un et le calendrier n'était pas à jour. Au niveau des photos aussi sur ces sites-là et même sur votre site personnel, c'est important d'avoir des photos de qualité, très bien éclairées, représentatives du lieu, c'est-à-dire qu'on montre vraiment le lieu dans son intégralité, aussi bien la façade, les chambres et les espaces de vie, mais également, choses qui sont très souvent demandées, la salle de bain. Ça demande aussi de prendre des belles photos de la salle de bain. On n'allait pas jusqu'aux toilettes, il n'y a pas besoin de montrer toutes les pièces de la maison, mais les principales. Et surtout, essayer de faire des photos avec de la vie. Il faut qu'on ait des photos où on a l'impression que soit quelqu'un va arriver dans la pièce ou est attendu, ou alors vient de quitter la pièce. Pourquoi pas avec des gens, une table dressée, montrer que pas uniquement la pièce dans son ensemble, mais ce qu'on peut y faire, que les gens aient envie de se projeter. Donc, des photos utiles, on peut mettre des photos de déco, de détails, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même rester globalement sur des photos qui permettent de se projeter.
Les photos de détail, de décoration, par exemple, c'est très agréable pour donner l'univers de l'hébergement, mais il ne faut pas que ça ne soit que ça comme photo qui soit mise. Il faut savoir que 80% des clients font leur choix de l'hébergement uniquement par les photos, sans même lire le descriptif. Donc, l'importance du choix des photos est quand même forte. Petit conseil aussi dans la rédaction des annonces, rédigez vous-même au maximum vos textes, essayez de les changer au maximum en fonction des sites, que ce soit très personnel en fonction de votre cible. Faites évidemment attention à la grammaire, à l'orthographe. Humanisez vos textes. C'est important de montrer que c'est vous qui faites de l'accueil, qu'il y a un humain derrière et que ce n'est pas uniquement une structure juridique. Soyez clair, soyez très concis, parce que de toute façon, on sait bien que les visiteurs lisent de moins en moins les textes. Ils vont aller voir les photos, un peu le descriptif technique, et ce sera déjà très bien. Et pensez au visiteur, qu'est-ce que lui attend, qu'est-ce que lui recherche, plutôt que de penser à ce que vous avez envie de mettre en valeur. Donc, le plan de commercialisation, je vais y passer très très vite parce que ça demanderait beaucoup plus de temps et j'aimerais qu'on ait un peu de temps d'échange par la suite. C'est important de faire un plan de commercialisation, de savoir comment est-ce qu'on va commercialiser, à quelle période de l'année, sur quel outil, pour gagner du temps. Et derrière, c'est d'estimer la réussite de son plan de commercialisation. Donc pour ça, on va essayer de voir par support le nombre de réservations que j'ai eues, la rentabilité que j'ai eue par rapport au chiffre d'affaires que ça m'a rapporté par rapport au coût que ça m'a fait. Donc quand c'est de la commission, c'est assez simple à faire. Quand c'est de l'abonnement, ça se calcule un peu plus. Et ne pas oublier dedans la visibilité que ça vous offre. C'est-à-dire que les réseaux comme Gîtes de France, comme Bienvenue à la ferme, comme d'autres réseaux, ça vous offre aussi une visibilité, même si ça ne fait pas de la réservation en tant que telle directement. Donc, c'est important aussi en termes de crédibilité. Notamment, par exemple, Gîtes de France va avoir, excuse-moi, le téléphone de ma collègue sonne. Gîtes de France donne un gage de qualité, alors que les réservations ne viennent pas forcément par là. Bienvenue à la ferme, par exemple, va vraiment donner ce côté lien avec l'exploitation, sans que les réservations, pour l'instant, viennent directement par là, même si ça évolue, on en parlera plus tard. Pas oublier non plus la visibilité que ça vous offre sur les moteurs de recherche et la visite que ça rapporte sur votre site, d'être présent sur ces sites comme Booking ou Airbnb. Même les appels téléphoniques, hein, on ne sait jamais. C'est vrai qu'il faut penser à demander aux gens d'où ils viennent, comment est-ce qu'ils ont eu votre contact pour pouvoir estimer ce que ça vous rapporte chaque support. Donc, je vois que le temps passe là. Je vais avancer rapidement, mais les avis clients, c'est quand même un gros point à voir. J'avance rapidement, on essaiera de passer sur les questions après. La gestion des avis clients sur ces sites-là, il faut savoir qu'environ 27%, ça va continuer à augmenter parce que les sites, c'est vraiment leur fer de lance, laissent des avis ou des photos de leurs vacances sur les sites. C'est 83% des touristes qui lisent les avis sur Internet. Donc, vous voyez, pour prendre la décision, c'est quand même très important parce que 77% des clients disent se référer à ces avis-là pour réserver leurs vacances. Donc, des avis négatifs, ça peut vraiment être dévastateur sur une saison. Faut aussi dédramatiser ça. Il faut savoir que 70% des avis sur Internet sont positifs. Donc, il faut prendre pas ça comme une menace, mais plutôt comme quelque chose de très positif quand vous laisse des avis et plutôt encourager à le faire, puisque de toute façon, les gens pourront le faire même sans vous, surtout s'ils sont négatifs. Donc, voilà, là, je vous ai remis un petit peu pourquoi les gens laissent des avis. On va passer rapidement sur cette partie-là pour aller à l'essentiel. Il y a différents types d'avis. Il y a, avant le séjour, on va essayer de se rassurer, faire son choix, donc on va lire les avis. Pendant le séjour, on va pouvoir laisser des avis, c'est plutôt sur des choses qu'on a visitées. Après le séjour, on va plutôt laisser des avis sur l'hébergement, comment est-ce qu'on a vécu la chose. Donc sur l'hébergement, on a surtout des avis après le séjour. Donc, où est-ce qu'ils laissent des avis? Sur les sites de réservation directement, sur les sites d'avis comme TripAdvisor et de plus en plus aussi sur les réseaux sociaux. Donc, il faut bien se dire que l'impact, il est souvent positif quand même des avis. Ça permet aux internautes de savoir où ils réservent, de savoir comment ils seront accueillis. C'est toujours intéressant. Ça améliore fortement votre taux de transformation entre un contact et une réservation. Le taux de transformation est plus fort quand vous avez des avis, notamment sur les OTA. Et ça augmente aussi le panier moyen, c'est-à-dire que si les avis sont bons, les gens vont peut-être rester plus longtemps que juste quelques jours ou une semaine. Ça pousse le séjour un peu plus long.
Donc, pour gérer vos avis, ça demande un peu de travail aussi, hein, c'est de surveiller un peu votre e-réputation. Donc, il y a des outils spécifiques pour ça, Google Alert qui peut savoir quand on parle de vous, même si c'est moins typé sur les avis. Guest Alert, TripAdvisor, où vous recevez des notifications dès que vous avez un avis. N'oubliez pas de revendiquer votre page TripAdvisor et votre page Google, parce que des fois, elles sont créées pour vous, soit par des réseaux, soit par des clients, et vous n'en êtes pas propriétaire. Donc, de la revendiquer, ça va vous permettre de la gérer, de modifier les textes, les photos, les contacts, mais aussi de répondre aux avis et d'avoir accès aux statistiques de visite, ce qui n'est pas négligeable. Je finirai là-dessus sur les avis. Un conseil, surtout, c'est de répondre à tous vos avis. Pourquoi? Parce que ça donne une image positive de votre entreprise. Ça montre quelqu'un qui est à l'écoute du client, qui est surtout qui prend le temps de le lire. Les gens ont mis du temps à écrire votre avis. C'est important aussi de leur répondre, qu'il soit positif ou négatif. Et ça permet aussi de contrebalancer des avis négatifs. On va le voir tout de suite. Et je terminerai là-dessus sur les avis. Donc, si vous avez un avis négatif, ce qui est important, c'est surtout de regarder un petit peu qui est l'internaute qui l'a laissé, regarder un peu son profil, regarder s'il laisse des avis, est-ce qu'ils sont souvent négatifs ou pas, ça va vous donner aussi une idée de la personne. Essayez de retrouver le séjour, quand c'était, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que vous l'avez accueilli. Essayez de voir un petit peu le problème tel que lui l'expose, c'est important de comprendre dans sa situation comment est-ce que lui l'a ressenti, du vôtre aussi, et d'où vient le problème et le malentendu entre vous. N'hésitez pas aussi à poser des questions aux gens qui travaillent avec vous s'ils ont des souvenirs. Peut-être que quelqu'un l'a croisé avant ou a eu un temps d'échange que vous n'avez pas eu. C'est important, avant de répondre, de connaître toute la situation. Ce qu'on met souvent dans les bonnes pratiques, évidemment, on reste calme, on reste très professionnel. Même si la vie est très agressive, tout ça, il faut rester professionnel. Sachez que les gens vont le lire et que si vous commencez à partir dans du débat, ça va donner une image assez mauvaise de vous. Donc, on essaye de garder ce ton vraiment pro, même si des fois, ce n'est pas facile. Essayez de remercier aussi les gens en partant du principe qu'ils sont là pour vous aider à vous améliorer. Essayez de donner des précisions derrière, de recadrer en restant factuel. Je prends souvent l'exemple des avis, par exemple, de personnes qui disent que l'hébergement n'était pas prêt quand ils sont arrivés. Donc, voilà, ils disent ça, sauf qu'eux ne vont pas expliquer que la personne est arrivée avec 2 heures d'avance et que vous avez tout fait pour qu'il l'ait au bout d'une demi-heure. Donc, c'est aussi de recontextualiser un peu ce qui s'est passé en restant factuel. Souvent, les torts ne sont pas que de votre côté, il y a aussi le client, donc c'est important de ne pas tout prendre pour vous. Mais c'est aussi important des fois de savoir que des fois, on peut faire des erreurs. Ça nous arrive de ne pas être bon certains jours, d'avoir des problèmes sur l'exploitation ou dans votre vie privée. Il faut savoir aussi reconnaître ces torts des fois. Par contre, il ne faut pas que ça s'expose sur les réseaux, essayer de le faire plutôt en privé et de reprendre contact avec eux. Voilà, mettre aussi, alors c'est souvent perturbant de le faire et c'est aussi perturbant pour celui qui a laissé l'avis, mais dans un avis négatif, il y a des fois des événements positifs et il faut essayer de les revaloriser. C'est important de partir sur une note positive. Et n'oubliez pas aussi de prendre du recul. On sait très bien que les saisons sont longues, que c'est fatigant, qu'en plus en agritourisme, vous avez un autre métier à côté, vous ne faites pas que ça toute la journée. C'est un investissement personnel, financier. Les clients sont de plus en plus exigeants, notamment avec les émissions de télé. Donc, voilà, on essaye de garder un côté positif. Ce n'est pas un avis négatif qui doit effacer tous les avis positifs et tous les clients satisfaits qui, eux, n'ont pas laissé d'avis. Mais c'est aussi là où c'est important de laisser des avis, d'inciter les gens à laisser des avis. J'accélère parce que je vois que le temps passe et qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour les questions après. Pour gérer les calendriers, il faut se poser la question comment est-ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous les gérez tout à la main? Combien de calendriers vous avez à gérer? Si vous avez qu'un ou 2 calendriers, ça se fait bien à la main. Si vous commencez à avoir beaucoup de calendriers à gérer, là, ça commence à devenir compliqué. Le risque de surbooking est fort. Combien de temps ça vous prend aussi? Sachant que le temps que vous passez à gérer vos calendriers, c'est du temps où vous ne faites pas autre chose, vous ne faites pas des contrats, vous ne faites pas de la communication, vous n'êtes pas sur l'exploitation ou à faire du ménage ou de l'accueil. Donc, c'est important d'évaluer le temps que ça prend. Ensuite, il y a la solution pour les calendriers. En plus simple, c'est la synchronisation. Pour éviter de gérer trop de calendriers, on va en synchroniser qu'un seul et lui va aller synchroniser les autres calendriers. Ça vous évite les risques d'erreur, ça vous évite le surbooking et ça vous fait gagner du temps. Donc, pour ça, on a plusieurs solutions. Soit les liens iCal qui peuvent être proposés par certains hébergeurs. Donc, Booking, Airbnb leur propose, Gîtes de France, les vacances.
Certains en fournissent directement pour aller synchroniser sur d'autres calendriers. C'est assez simple. C'est dans un sens ou dans les deux des fois. Donc ça, c'est important de voir si ça va bien dans les deux sens, si les deux sites se renvoient la balle. Par contre, ça ne gère que la disponibilité et pas les tarifs. Donc ça va dépendre beaucoup du site qui vous fournit la cale, ce qui n'est pas toujours la solution la plus simple. Et tous les sites n'acceptent pas des iCal d'autres sites. Donc voilà, il y a une solution qui est un peu du bricolage, c'est de fonctionner avec Google Calendar, de gérer votre disponibilité sur Google Calendar et d'envoyer l'iCal du Google Calendar sur les autres sites. Mais ça ne fonctionne souvent que dans un sens. Et sinon, la solution la plus professionnelle, c'est d'utiliser un channel manager. Donc, un channel manager, c'est en fait un seul calendrier qui lui-même va aller synchroniser d'office les tarifs, les disponibilités, les réservations de tous les sites et vous aurez tout dans un seul endroit. Donc ça, c'est vraiment le plus professionnel. On gère tout depuis un seul endroit, depuis son téléphone. On n'a plus de questions à se poser. C'est vraiment très pratique. Ça vous permet aussi, par exemple, d'ouvrir des disponibilités sur votre site personnel, mais pas sur Booking, et d'activer en fonction de ce que vous voulez sur votre plan de commercialisation. Donc ça, je pourrais revenir dans la discussion après. C'est assez lourd à mettre en place au départ. Ça demande beaucoup de temps de rentrer tous ces hébergements, ces tarifs pour tous les canaux de distribution. Mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille et c'est vraiment un gain de temps. C'est payant, on est autour d'une trentaine d'euros en général par mois. Mais il faut calculer par rapport à tout ce que ça vous fait gagner et à la sécurité que ça vous offre. Donc, j'ai fini sur cette présentation-là. Je vous laisse maintenant poser des questions sur un peu ce qu'on s'est vu sur cette commercialisation. S'il y a des choses que je n'ai pas abordées, que vous souhaitez qu'on aborde, c'est aussi le moment. C'est à vous. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez les poser soit dans le chat, soit réactiver votre micro pour poser directement la question. Ah, c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Personne n'a de questions? Peut-être que vous pouvez nous présenter vos structures et voir un petit peu comment est-ce que vous commercialisez vous-même. Ça peut être intéressant d'en échanger. Pas de questions. Dans ce cas-là, si certains sont intéressés par la réservation en ligne, il y a la présentation de Eloa qui sera faite demain à 11 h. Donc, vous avez eu les liens normalement pour le webinaire sur la réservation en ligne. Ça peut être intéressant. Voilà, Eloa, c'est un channel manager français qui a un très bon service client, qui est très réactif, qui est assez facile à utiliser. Vous disposez d'une application mobile pour gérer tout sur votre téléphone. Donc, là-dessus, c'est assez pratique. Même quand vous n'êtes pas chez vous, à votre bureau, vous savez toujours. Ça reste intéressant. Alors, je vois Iris qui dit qu'elle travaille avec Airbnb et GoJamail Business. Oui, okay. Oui, ouais. Bonjour. Je travaille avec Airbnb. Effectivement, le souci que je rencontre quelquefois, c'est effectivement que le calendrier, il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de croisement. Je n'ai jamais eu le problème parce que justement, je vais tout de suite voir dès qu'il y a une réservation quelque part ou que j'ai une réservation personnelle, quelqu'un que je n'ai pas de disponibilité. Donc, j'ai fait attention, mais ça demande effectivement un petit travail il faut être méticuleux. Ouais, il faut être très réactif, effectivement. Ouais. Et là, je suis en train de refaire en fait ma fiche Google My Business. D'accord. Également parce que justement, elle ne remontait pas. Et donc, je suis en train de modifier effectivement mes mots de catégorie. Ouais, ce qu'on voyait hier, d'accord. Oui. Donc, je suis en train de modifier ça, voir si ça change quelque chose. Et donc, voilà. Après, c'est très pratique Airbnb parce qu'en fait, il donne toutes les informations aussi bien aux impôts que pour tout ce qui est taxe d'hébergement. Oui, taxe de séjour et tout, ouais. Ouais. C'est fait directement, donc ça, c'est très facile en fait. Ouais.
Ouais, on n'a pas à le gérer, en fait. Juste Et, à faire une petite déclaration. et donc, en termes de politique tarifaire, comment est-ce que vous fonctionnez? Vous avez le même tarif partout ou il y a un tarif spécial pour Airbnb? Non, en fait, je me suis calée sur ce qu'ils me proposaient, en fait. D'accord. Donc Donc, après, c'est vrai qu'Airbnb, ils ont quand même tendance à faire baisser les tarifs. ouais. Mais ma question, elle porte surtout sur la commission. À partir du moment où vous travaillez avec un site, euh, le conseil que moi je vous donnerais, c'est de toujours intégrer votre commission à votre tarif. Votre tarif, il doit être plus cher sur ces structures-là qu'en direct, pour qu'il y ait un avantage à passer en direct et que ce soit un avantage pour vous comme pour l'internaute, quoi. L'inciter à passer en direct, c'est toujours plus simple. Ouais. Donc Airbnb, c'est vrai que la commission, pour vous, elle n'est pas très forte, elle est de 4%, mais pour mine de rien, c'est 15%, 14% de plus pour le client. Oui, bien Si on sûr. lui dit qu'il peut avoir son séjour à 15% de moins, en général, il est content. Ouais. Après, on est dans une région où les réservations, je trouve, sont assez faciles quand même. La Bretagne, c'est recherché. Donc, c'est vrai on n'est souvent pas trop en recherche de clientèle. C'est à Alors, part en hors saison. Ouais. ouais, il y a le hors-saison et quand même, Ouais. là, par exemple, on le voit bien, là, le mois de juin, il est un peu dur à démarrer. Mm. D'habitude, on a plus de monde quand même. Après, les contacts que moi j'ai avec le CRT, Comité régional du tourisme ou les CDT départementaux, Mm. montrent bien que pour cet été, ça marche bien, mais c'est vrai que sur les ailes de saison, le travail, il passe quand même beaucoup par ça, quoi. Il faut Mm. quand même être présent, activer ses disponibilités sur mai, juin. C'est quand même pratique ces choses-là. Mm. C'est vrai que juillet, août, normalement, vous devriez faire à minima 6 semaines pleines, Ouais, ouais, même ouais. par 8, quoi. Mm. Donc Après, après, ouais. c'est un choix aussi, mais c'est vrai que moi, c'était aussi, j'ai fait beaucoup à la nuitée. Et ce que les gens apprécient, parce que souvent, bon, ça veut dire c'est beaucoup de travail. Là, pour le coup, il y en a beaucoup qui prennent à la semaine seulement, et ce qui évite beaucoup d'interventions de notre part. Je sais que Ouais. quand je l'ai fait à la nuitée, ça m'a demandé beaucoup d'investissement. D'y revenir tous les jours, c'est plus d'investissement. Ouais. C'est un Mais gîte ça ou marche c'est bien. des chambres d'hôtes? Enfin, c'est un Ah, gîte, c'est ouais. un gîte, c'est un Ouais. gîte, ouais. Ouais. Mm. Donc c'est vrai que oui, effectivement, le travail à l'unité, bah, ça demande du ménage, de changer les draps s'ils Ouais, sont ouais, fournis, ouais, ouais. ça demande une charge de travail qui est forte. Mais c'est sûr que la souplesse que ça offre aux clients, elle est forte. Après, aller à la nuitée sur un gîte, c'est peut-être beaucoup, mais Mm. peut-être un minimum de 2 nuits, 2, 3 nuits. Déjà, ça permet de limiter un petit peu la charge de travail, quoi. Ouais, j'avais fait ça à la nuitée qu'une année où vraiment j'étais pas trop, j'étais très disponible, mais c'est vrai que c'est un peu lourd comme charge quand même. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que c'est voilà. Mais faire du court séjour maintenant, c'est quasiment indispensable. On peut plus, même on voit bien, même en été, Mm. on a des gens qui recherchent plus forcément une semaine. Alors 15 Mm. jours, c'est encore plus rare. C'est vrai que c'est des fois des gens qui veulent du midweek et en plein été, c'est compliqué parce qu'il faut remplir le reste de la semaine. Mm. Souvent, ce que nous on conseille, c'est plutôt de la semaine en plein été, mais avril, mai, juin. Faire plutôt du court séjour, c'est quand même. De toute façon, c'est à la base, c'est plus de travail, mais c'est aussi plus rentable en tarif à la nuitée. Donc, Mm. Mm. faut voir ça comme ça. Mm. C'est bien. Mais ça peut être intéressant d'ouvrir sur d'autres canaux aussi si vous cherchez en plus de réservations par rapport à Airbnb, hein. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Bon, moi, je n'avais rien à ajouter. Bon, parfait. Merci de la participation. Ouais, bonne journée. Bonne journée. Bon, je ne sais pas si d'autres voulaient témoigner ou avaient des questions par rapport à tout ça. L'intégration de la taxe de séjour aussi dans vos tarifs, comment est-ce que vous fonctionnez? C'est des choses qui sont à prendre en compte. Certains sites le font, d'autres ne le font pas. Donc, quand ils ne le font pas, il ne faut pas oublier de le faire parce que sinon, ça vous revient directement. Bon, bah, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette conférence. Je vous rappelle quand même les autres conférences qui auront lieu aujourd'hui et demain. Donc, comme je vous le disais, on a demain à 11 heures celui sur la réservation en ligne, hein, sur Eloi. Autre conférence qui peut être intéressante dans votre secteur d'activité de l'hébergement, c'est tout ce qui est newsletter, envoi de SMS et gestion des fichiers clients.
qui peuvent y aller. Et aussi, puisque vous êtes sensible à l'hébergement, une activité où il y a une très très forte demande, c'est un webinaire qui aura lieu demain à 14h30 sur les 6 jours vacances d'enfants. C'est une activité particulière, mais où vraiment il y a une demande très très forte et très peu de propositions. Donc il y a de l'activité à faire dans ce cadre-là si on est intéressé. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis merci d'avoir suivi cette conférence.